Hop hop hop, juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. Je publie pas mal de contenu là-bas en ce moment et ça nous permet aussi de rester un peu en contact. Et pendant que là j'ai un peu de temps, je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre ma playlist sur Spotify où il n'y a que des énormes sons. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Attendez-moi. Ça s'est passé en juillet 2016 à l'antenne de Skyrock. Gizmo en larmes en interprétant l'un de ses plus gros succès, le morceau Attendez-moi dans lequel il rend hommage à tous ses proches décédés. À ce moment-là, on peut dire qu'il est au plus haut niveau de succès qu'il a jamais atteint. Il a l'argent, la célébrité, la reconnaissance, et pourtant sur ces images, il a pas l'air heureux. Pas du tout même. Gizmo a une vie extrêmement difficile et ça fait depuis les années 2010 que dans chacun de ses morceaux, il exprime ce mal-être, entre son passé difficile, ses parents absents et ses addictions. Je m'étais promis que je rendrais un jour hommage à Gizmo sur cette chaîne YouTube. C'est un rappeur que j'ai énormément écouté il y a quelques années et il fait sans doute partie du top 10 de mes rappeurs préférés. Il m'a accompagné le soir dans le Noctilien quand je rentrais de soirée ou même le matin quand j'allais au collège. Et aussi, vous allez voir, il a une vie et un parcours qui sont super intéressants et pour le coup qui sont vraiment difficiles. Dans ce nouvel épisode de Fausse Note, je vous propose de retracer la vie et la carrière de Gizmo en nous plongeant dans, selon moi, l'une des meilleures discographies des années 2010. Négro, j'ai pas fini de me prendre la tête et vendre la verte. Personne va me tendre la perche. Chante ma haine et je sens que ça plaît. J'entre à peine dans le rap, mais je pique grave le temps que ça plaît. Et plus je connais la musique, plus j'aime les fausses notes. Fausses notes. Je suis la mine Diakité, j'ai grandi à Valenton, déménagé à Savigny et habité à Villeneuve. Je vous présente Lamine Diakité. Lamine naît le 21 janvier 1991 dans le 13e arrondissement de Paris. Et déjà lors de sa naissance, ça a tout de suite été assez compliqué pour lui. Son père c'était un voyou et il était en prison pendant 6 ans quand Lamine est né. Et sa mère, elle était très jeune à ce moment-là, elle avait que 20 ans. Et elle était encore dans les études et surtout elle avait pas assez d'argent pour s'occuper correctement de lui. J'ai grandi, mon père dans les braquages et la drogue, ma mère dans les petits boulots. Ça sera alors beaucoup sa tante qui va s'occuper de lui et qui va l'élever comme son fils. Il dit d'ailleurs souvent qu'il la considère toujours aujourd'hui comme sa mère. Plus tard, Gizmo va d'ailleurs beaucoup en vouloir à sa mère, de pas avoir pleinement assumé ses responsabilités et d'avoir fait certains choix pour elle plus que pour ses enfants. Je suis né dans les années 90, à l'époque de l'IVG. Si on peut pas éduquer un enfant, on fait ce qui est nécessaire ou alors on donne tout. Tout son temps, tout son amour et toute sa dévotion. Sa mère a refait sa vie avec un autre homme, mais niveau éducation et influence, c'était pas vraiment mieux. Parce que ce mec-là, le nouveau mec de sa mère, c'était un gros alcoolo et il s'est pas vraiment occupé de Gizmo parce qu'il était presque tout le temps bourré. Je pense que cette période a été l'une des plus destructrices pour Gizmo parce que ses modèles parentaux, ça va être une mère qui s'en fout de lui, un père en prison et un beau-père alcoolique. Et je pense que c'est à cause de ça qu'à seulement 13 ans, il va boire sa première goutte d'alcool et il va plus jamais arrêter de boire. On le verra plus tard, mais l'alcool, ça va devenir un vrai démon pour Gizmo. L'alcool, ça a commencé au 13e étage de mon immeuble. Je suis monté un étage au-dessus de chez moi, j'ai bu un flash de rhum. Je suis tombé amoureux de l'alcool, comme un débile. J'avais 13 ans et demi, 14 ans. Donc presque 15 ans de boisson maintenant. Et dans les 15 ans de boisson, je pense qu'il y en a 10 pour oublier. À part ça, il grandit à la fois à Valenton dans le 9-4, à Villeneuve-la-Garenne dans le 9-2 et à Savigny-le-Temple dans le 7-7. Et il va grandir dans des quartiers plutôt difficiles et va vivre dans une grande misère. Il a dit plusieurs fois qu'il dormait entre les rats et les cafards. Je sais pas si c'est une image ou si c'est réel, mais ça montre bien à quel point son enfance et son adolescence ont été des moments très difficiles pour lui. Sa mère ne pouvant pas s'occuper de lui, il va passer une partie de sa scolarité dans un foyer et malheureusement, il va arrêter ses études en première malgré ses facilités et son envie d'apprendre, il n'a pas pu aller jusqu'au bac. En dehors de tout ça, à cette époque, une de ses grandes passions, c'était le foot. Et d'ailleurs, il aurait presque pu finir footballeur pro parce qu'à l'âge de 15 ans, il a passé les sélections de la JOCR et il a été accepté. Mais il raconte dans une interview qu'à cause de l'alcool et de la fumette, il y est resté à peine 1 mois. Je vous donne cette anecdote comme ça parce que c'est un fait que je trouve quand même assez ouf et assez marrant et que je crois n'est pas très connu. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler parce que je trouve que ça montre à quel point l'alcool et la fumette, ça a été un vrai fardeau très tôt dans sa vie. Une autre de ses passions à ce moment-là, c'est bien sûr le rap. Parce qu'avoir une maman jeune, ça a été très difficile dans son éducation, mais ça fait aussi qu'elle écoutait pas mal de rap, et ça serait elle qui lui aurait fait kiffer les premiers albums de la Clica et du Secteur A. Mais par contre, c'est en 98, après que son frère lui ait fait écouter le morceau Chances de Tupac, que comme il le dit lui-même, il va péter les plombs sur le morceau, et c'est à ce moment-là qu'il va prendre sa première gifle. Puis après, il se met à découvrir Biggie, notamment par le morceau Everyday Struggle, et il prend sa deuxième gifle.
Comme autre influence, il cite les gifles qui ont été Mauvais Oeil étant mort, il prend aussi des gifles sur Nubi et Salif, il cite aussi la Skretko, MC Solar ou encore le groupe Chien de Paille. On peut dire en toute objectivité qu'il avait vraiment des goûts de roi. Il parle de tout ça dans une très bonne interview pour l'ABCDR du son que je vous conseille vraiment d'aller lire en entier si vous voulez plus de détails sur ses influences et même sur sa vie en général. Malheureusement, grandir dans un environnement aussi désastreux, ça peut faire tomber dans les travers du ghetto. Et ça va pas manquer parce que Lamine va très tôt tomber dans notamment le trafic de stupes, le vol de voitures et plein d'autres affaires qui l'amèneront jusqu'à la prison en 2008 alors qu'il n'a que 18 ans. En sortant de prison, il se retrouve dans un programme de réinsertion et c'est en allant là-bas qu'il va rencontrer Alpha One. L'entourage bébé, DJ Lo, Gizmo 92. La caravelle, tour des feux, j'poto. Un jour, Alpha et Gizmo se retrouvent ensemble à freestyler et Alpha va kiffer le style de Gizmo et il va l'inviter à poser un freestyle pour la première mixtape du Escrew en 2009. Pour ceux qui connaissent, c'était sur le morceau 15 Fanatic, qui est un gros posse cut avec entre autres tout le Escrew, avec Alpha One, Dean Burbigo, Areno Jazz pour ne citer que les plus connus, et aussi plein d'autres mecs de l'époque. Je suis là, je le balance comme un diable, impossible que t'esquives. Je reste clean et technique, mes textes glissent donc j'excite. Trop de mecs savent pas pira, donc leur team esquive. Ils me font tête comme un Renoir qui se fait courser par 1000 skins. Ça, c'est la toute première apparition de Gizmo sur un morceau, et il avait que 19 ans. Si vous voulez mon avis, je trouve que pour son âge, il avait déjà une certaine assurance au micro. Et même s'il allait largement peaufiner son truc par la suite, il y avait déjà cette rage dans la voix et ces intonations si particulières. Après, ça restait dans le style de ce que faisaient ces mecs à l'époque. Cette espèce de rap old school, un peu conventionnel. Mais perso, j'ai quand même une certaine attache pour cette époque. Je trouve que tout était fait avec honnêteté et avec passion. C'était des mecs bousillés de rap qui rappaient comme leurs inspi, et leurs inspi à cette époque, c'était la Skretko, c'était les Sage-Po, c'était les X-Men, et c'était de manière générale tous ces groupes des années 90 qui rappaient juste avec un micro, un sample et un beat. À ce moment-là, Lamine n'était même pas encore dans une démarche de vraiment devenir rappeur. Pour lui, c'était juste une passion, et il raconte même qu'au début, c'est son frère qui l'a forcé à écrire des textes. Mais c'est quand il a compris que le rap, ça pouvait l'aider à sortir de la merde, qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Son premier blast de rappeur, ça a été Lams, en référence à son prénom Lamine, et ensuite il a pris Gonzo, pour des raisons que je vous laisse aller chercher, et puis finalement, il a opté pour le nom par lequel tout le monde l'appelait depuis qu'il était petit, à savoir Gizmo. Pour l'anecdote, à la base, c'est sa mère qui s'est mise à l'appeler comme ça, en référence au personnage Gizmo des Gremlins, parce qu'elle trouvait que physiquement il lui ressemblait. Et du coup ensuite le Gremlin c'est devenu pendant quelques années son logo mais travaillait en mode street. Il va ensuite rejoindre le collectif de l'entourage que vous connaissez sans doute très bien, c'est le collectif d'Alpha One, de Nekfeu, de Dean Burbigo, de Jazzy Bass, de Sneezy, etc. etc. Et d'ailleurs si vous voulez voir un bon docu sur l'entourage, je vous conseille cette vidéo de Rap Plume qui est super cool. Avec l'entourage, il va écumer tous les open mic de Paris et même de toute l'île de France. Si vous avez vu ma vidéo sur un 995, normalement vous connaissez un peu l'histoire. Les mecs à ce moment-là, ils sont partout, à chaque scène ouverte, à chaque open mic et de manière générale, à chaque fois qu'il y a une enceinte et un beat, ils étaient là pour rapper. Ils rappaient dans la rue, dans des caves, ils rappaient vraiment partout et tout le temps. Si on s'intéressait un peu à la scène underground parisienne à cette époque, c'était impossible d'être passé à côté d'eux. Et en même temps que tout ça, il y a plusieurs membres de l'entourage qui se sont mis à participer à la ligue de battle a cappella la plus mythique de France, les Rap Contenders. Et évidemment, Gizmo n'a pas fait exception à la règle. Il y a participé qu'une seule fois. Il a fait qu'une seule battle de draft contre le rappeur Armstrong et objectivement il l'a explosé et il a fait selon moi l'un des RC les plus mythiques de l'histoire. Chacune des phases qui sort sont des classiques. Il y en a qui disent que le rap c'était mieux avant, moi je dis que c'était juste mieux avant que t'arrives. Il avait cette arrogance, un côté petit con sûr de lui et que des phases de fou. Allez, t'as quelque chose à dire? À part chez moi, c'est chaud, ça tire. Menteur! Menteur! Tu côtoies les ghettos de Paris que quand tu pécho de la weed. Et ce qui était marrant avec ce battle, c'est qu'il arrivait en mode petit Renoir tout cuss, tout frêle, avec une grosse doudoune, et personne s'attendait à ce qu'il détruise son adversaire comme ça. Et tout ça, ça se passe en 2011, et la même année, il est signé dans le label Y&W, dans lequel il est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et en gros, ce label, il est tenu par deux mecs, Yoni et Willy le Barge, qui vont beaucoup aider Gizmo dans sa carrière malgré tous les reproches qu'on peut leur faire, vous allez comprendre de quoi je parlais. Parce que la même année, Nekfeu va aussi signer chez Y&W en faisant signer aussi son groupe le Escrew, et chaque membre du Escrew vont recevoir une avance de 5 000 € pour faire leur album. Je trouve que l'époque l'entourage avec la complicité de fou qu'avaient Nekfeu, Alpha One et Gizmo, c'était franchement incroyable. Et ça a donné plein de moments mythiques, comme par exemple ce freestyle de Gizmo sur la prod Chouk Ones des Mobb Deep avec Alpha qui fait les bacs.
Je crois que je l'ai déjà dit mais j'ai un temps d'avance. Je mets les gens de mauvaise humeur comme le temps de la France. Écoute ma merde, je te jure que mes phases glissent. Je rappais déjà des trucs de ouf, même quand tu fumais pas de shit. Et je pouvais pas parler des débuts de Gizmo en 2011 sans évoquer ce freestyle lunaire avec Ademo de PNL. Je trouve encore ce crossover totalement improbable et j'avoue que leur dégaine me fait un peu rire, surtout quand on sait ce qui est devenu Ademo par la suite. Je suis avec mes types en bas de la tête, y'en a qui emballent la cesse, y'en a qui squattent la calèche, alors vite envoie de la fraîche. Pendant cette année, Gizmo va se mettre à taffer sérieusement sur son premier album, qui sortira assez rapidement puisqu'il a été fait en seulement 8 mois. Normal. Sur la cover, on peut voir que ça représentait vraiment bien l'entourage. Il y avait presque tous les membres avec Nekfeu et Alpha à ses côtés et son gros pull l'entourage. On retrouve aussi sur cet album plusieurs feats avec des gars du collectif, mais surtout Nekfeu qui est présent sur 3 morceaux. Mais enfin bref, sinon l'album franchement il est très lourd. Il y a plusieurs beatmakers sur l'album, mais les principaux c'est Hologram Low, Igoum et Nizi. Il y a pas mal de morceaux bien kickés et à la fois aussi beaucoup de morceaux plus mélancoliques et introspectifs. Et dans ces morceaux, il va rapper sa vie difficile de zonard qui galère et qui a des problèmes avec l'alcool et la drogue. Je peux citer par exemple les morceaux Marqués par la vie, Alcool et bédo ou encore J'ai du mal. Et sur cet album, il y a aussi un morceau qui franchement est un classique personnel. Et d'ailleurs, ce morceau, j'ai remarqué qu'il était même pas sur la version Spotify de l'album, sûrement à cause d'histoires de droits d'auteur liés au sample. Et ce morceau, c'est Le premier chagrin du jour, samplé du morceau de Françoise Hardy. Je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, c'était trahi trop qu'un apinol. Je vois des couples se bâtir, se désirer, puis se déchirer. J'en vois qui souffrent le martyr. C'est avec ce premier album, ses freestyles avec l'entourage et son passage dans les RC que Gizmo va commencer à gagner en notoriété et à se faire un nom dans le rap français. Mais malheureusement, seulement 3 mois après la sortie de son album, précisément en janvier 2012, l'entourage publie un statut sur Facebook annonçant que Gizmo quitte le collectif pour des différends artistiques. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé entre eux, ils sont toujours restés assez flous sur le sujet. Certains disent que c'est parce que Gizmo avait fait écrire son blaze en gros sur les t-shirts de l'entourage et que tous les bénéfices de ces t-shirts ont rapporté que au label et à Gizmo, et puis de manière générale aussi qu'il aurait pris la grosse tête après la sortie de son album, mais d'autres propagent aussi des rumeurs comme quoi Gizmo aurait couché avec la sœur de FJ. Et après ça, se sont un peu enchaînés plusieurs pics dans différents morceaux venant de Gizmo puis de Nekfeu. D'ailleurs un jour, lors d'un open mic organisé par le S-Crew, Nekfeu aurait été attaqué par une équipe envoyée par Gizmo et il aurait totalement fui, ce qui aurait amené Gizmo à faire le morceau Court plus vite que les balles, ce à quoi Nekfeu répondra avec le morceau Usain Bolt pour se foutre de la gueule de Gizmo. Je suis meilleur, t'acceptes pas cet échec. Les gens qui te protègent, c'est pas tes gars, c'est tes chefs. Moi j'ai pas de grand, pas de boss, pas de patron, pas de maître. Pour trouver ma place, j'ai pas eu besoin de parc-mètre. Personne ne va grailler sur mon dos. T'as braillé sur mon pote, t'en as trahi sur mon dos. Cela dit, t'es même pas sur ma liste noire. Tu veux faire croire que t'es un voyou, mais ton seul ennemi c'est moi. Bon, je vais pas extrapoler 1000 heures sur ça, c'est pas une vidéo sur Nekfeu et vous devez sûrement connaître un peu l'histoire, mais en gros, YW, ils avaient donné une avance à Nekfeu de 5000 € pour qu'il travaille sur son premier album, mais ce projet n'est jamais sorti à cause des embrouilles et le label souhaitait sortir du coup le Black Album, qui était un regroupement de plusieurs solos de Nekfeu enregistrés entre 2009 et 2011, et Nekfeu, évidemment, il a refusé que le label sorte l'album sans son accord, mais pour ça, le label lui réclamait 3 millions d'euros. Et tout ça, c'est fini en justice il y a pas si longtemps d'ailleurs, et je crois que Nekfeu a fini par gagner, et donc le label n'a pas pu sortir le Black Album, mais finalement, peu après, l'album il a leak, et il est aujourd'hui totalement dispo gratuitement sur YouTube et SoundCloud. Enfin bref, l'entourage, c'est derrière lui, et il devait maintenant penser à la suite. Gizmo annonce sur les réseaux qu'il prévoit de sortir un album tous les 6 mois, ce qui est vraiment un rythme très soutenu, voire impossible à tenir. Pour que vous puissiez un peu comparer, c'est à peu près le rythme de sortie des albums de Jul. Finalement, ce rythme, il le tiendra que pendant l'année 2012 et il optera plus tard pour un rythme allant plutôt d'un album tous les ans ou tous les 2 ans maximum, ce qui est un rythme beaucoup plus soutenable. Le 16 avril 2012, Gizmo sort son deuxième album, La Banquise. Sur cet album, on ressent le début d'une formule que Gizmo gardera sur presque tous ses albums. Je pense notamment au morceau J'attends avec un sample de l'OST de Naruto, et ce morceau me fait pas mal penser à Setou ou à André qui sont des très bons morceaux qu'il fera un peu plus tard. Sinon globalement c'est plutôt un bon album, peut-être un peu moins bon que normal, mais il y a quand même certaines très bonnes tracks. On ressent toujours ses influences pour le rap des années 90 avec pas mal de prod, un peu de jazz rap, et sur cet album il y a le morceau T'es juste ma pote qui pour moi carry complètement l'album et que je trouve incroyable. Ouais, j'allume ma clope, on fait du
sexe, mais t'es juste ma pote. Sinon, il y a toujours des morceaux qui parlent de sa galère et de ses années difficiles, comme l'outro qui s'appelle Ma haine est viscérale et qui est un morceau que je trouve vraiment génial. Et dans ce morceau d'ailleurs, il y a une petite pique sur l'entourage. Merci l'entourage, grâce à vous je sais que l'amitié n'est qu'une vaste blague et qu'il n'y a pas de pitié. D'accord, j'ai fait quelques coups, quelques carottes, mais je suis pas un enculé, vos mères les salopes. En fin d'année 2012, il sort son 3e album C'est tout, qui là pour le coup est un album que je trouve excellent. Et c'est sans doute pour moi un de ses meilleurs. Je sais pas comment il a fait avec des délais si serrés pour faire un album aussi bon, mais il l'a fait. L'album est beaucoup plus mélancolique que les précédents, il se confie beaucoup plus et il va notamment parler pour la première fois ouvertement de ses gros problèmes d'alcool et de drogue. Je dis que c'est la première fois parce que dans ses anciens albums, il en parlait mais qu'à travers des punchlines ou alors des esthétiques. Avant, il prenait ça juste pour un trait marrant de sa personnalité, mais là il expose ça comme des réels démons pour lui. Par exemple, dans le morceau Le Bus, qui est un morceau storytelling dans lequel Gizmo rentre le soir totalement déchiré dans un bus et il se met à parler avec les vendeurs à la sauvette et les mecs qui se lèvent tôt pour aller travailler, et à côté il se sent vraiment comme une merde. Fonce des collés à la vitre dans le bus de Nike. Je rencontre un ouvrier, il me dit qu'il va bosser. Devant lui j'ai honte, mais gros je pue la bière, je suis amoché. Sur cet album, évidemment, on retrouve aussi le morceau qui donnera son titre à l'album, qui est un morceau magnifique sur un sample de l'OST de Senseiya. Yo. J'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Dans ce morceau de plus de 7 minutes, Gizmo parle encore de ses problèmes d'alcool, mais aussi de sa famille, de ses potes ou encore de son futur fils. Des virées, des histoires à raconter à nos progénitures. Genre en 2011, j'ai sorti un projet qui tue. À l'époque, j'étais toxé alcoolique, je me tuais à la Z. J'y ai laissé des neurones petits, ne fais pas la même. Ou tu goûteras ma ceinture, comme j'ai goûté celle de mon père. Je t'apprends par amour pour que tu manques pas de repères. Voilà 2-3 trucs que je dirais à mon fils. NTM avait raison, faudra pas qu'il glisse. Si l'album est aussi mélancolique, c'est peut-être dû aussi à la mort tragique de son frère cette année-là. J'en ai pas parlé plus tôt parce qu'on en reparlera le moment voulu, mais la perte d'être cher a aussi beaucoup marqué la vie de Gizmo et a ouvert des plaies qui sans doute ne se refermeront jamais. Et même sur la cover du projet, contrairement à ses deux précédents où on avait une cover en mode album de potes avec tous les mecs de l'entourage, et après sur le deuxième album où ça posait torse nu en mode West Coast à la Tupac, là avec C'est tout, on a une cover beaucoup plus sérieuse. On a un gros plan sur sa tête avec un regard sérieux, un béret et c'est tout. Et globalement le projet est beaucoup plus mature que les précédents et ça a donné l'un des meilleurs albums de Gizmo. Ces 3 premiers albums ont connu un succès commercial relatif mais ont tous connu un très bon succès critique. Après cette phase d'album solo, c'est en 2013 que Gizmo apparaît avec Desporuti et Moclès de la Scredco pour un album commun, les 3 rappeurs étant tous les 3 signés chez le label YW. Et franchement, en plus d'avoir très mal vieilli, c'est un album qui va beaucoup décevoir le public. Parce qu'à première vue, Despo on le connaît depuis longtemps, on sait de quoi il est capable, il a sorti 3 ans avant le très bon album Conviction Suicidaire. Moclès aussi, c'est la Scredco, un groupe qui représente le bon goût et l'amour pour le rap mieux que personne. Et pourtant sur l'album, il n'y a que des prods gadgets et aucune alchimie entre les 3 rappeurs. Et le public va pas du tout être au rendez-vous. Cet échec, on le doit sans doute selon moi au label directement qui a voulu mettre ensemble 3 rappeurs signés chez eux mais qui n'ont pas tellement d'alchimie musicale. Tout ça couplé à une communication catastrophique et à des prods de merde, ça a été assez compliqué. Pour finir sur cet arc, le 1er septembre 2014, près d'1 an sans avoir sorti un seul morceau, Gizmo dévoile le titre André qui est un morceau fleuve de 7 minutes sur un sample que je trouve magnifique. La voix des bobos qui résonne, genre c'est laser mi mec. On se lavait à 5 avec un chauffe-eau qui déconne. Dans ce morceau, Gizmo fait ce qu'il sait faire de mieux, il se livre sur 7 minutes en parlant de son passé douloureux, de ses problèmes de thunes, de ses problèmes d'alcool et de son père absent. Longtemps j'ai critiqué mon père et j'ai bu la même bière. On n'est pas pire ou mieux qu'un autre, même les gens pieux ont fait des fautes. Y'a que devant Dieu qu'on jugera tous les péchés sur tes épaules. Moi, j'ai servi de cobaye à toutes les marques de tease, fils. J'ai vite compris que ça rime avec le mal de vivre clean. Je pense que ce morceau, c'est le morceau qui représente le mieux Gizmo. Ça rappe la vie d'un zonard assez intelligent pour avoir réussi à sortir de cette merde, mais qui connaît assez cette merde pour l'avoir contemplée avec dégoût, comme il le dit lui-même. Je rappe pas la rue, je rappe la vie, moi. J'ai vu le tiers-monde en France sur le tournage du clip de 10 mois. Il parle en même temps de la fatalité qu'est d'habiter dans un quartier difficile. Il en parlait aussi lors de sa thérapie. Le psychanalyste lui demande ce qu'il aurait pu faire pour stopper tout ça, et sans hésiter, il parle de quitter cet environnement. Quitter l'environnement qui a créé la boule de neige, les copains, les influences, avoir l'impression de toujours avoir quelque chose à prouver, de devoir avoir toujours plus d'argent, d'avoir toujours une belle voiture, et tout ça, quand on travaille pas, il faut faire ce qu'il y a à faire, et
quand on laisse tout ça et qu'on se dit bon, je me marie, je fais des enfants, ça s'en va tout seul. Et ce morceau, André, qui est considéré par beaucoup comme l'un de ses meilleurs morceaux, ça va être l'intro de son prochain album qui s'appelle Dans ma ruche et qui sort le 15 décembre 2015. Dans ma ruche, en fait, c'est moi depuis que je suis petit, c'est l'expression dans ma cité. Quand t'es ruché, ça veut dire que t'es dans un petit coin avec ce qu'il te faut, tes gars, ta tisse si tu bois, ton bédo si tu fumes, une meuf si t'aimes bien ça, de la bouffe si tu passes ton temps à criave. Tu vois, en fait, ma ruche, c'est vraiment ça, c'est un délire où t'es confiné dans ta bulle, dans ton univers, dans ton plan, tu vois, c'est comme ça qu'on dit ma ruche. Cet album est vraiment très bon et il est porté par certains gros morceaux, comme le morceau Dans 10 ans qui reprend du Patrick Bruel, mais surtout le morceau Demain c'est mort que j'adore et qui reprend un peu la prod et la structure du classique Demain c'est loin d'Ayam. L'encre coule, le sang se répand, les frères vivent en marche, fils, finissent en cage, leur avenir finit saccagé, nos bâtiments le soir c'est ça nos vies, on s'atrophie l'esprit avec le shit et d'autres saloperies. Et comme le morceau d'Ayam, c'est un gros morceau fleuve de presque 5 minutes dans lequel Gizmo parle des travers du ghetto et de son parcours difficile comme souvent, mais à chaque fois c'est fait avec tellement de style, de phase et d'intelligence. Comme autre morceau que je kiffe, il y a aussi l'outro qui porte le nom du projet avec un sample qui est utilisé merveilleusement. Posé au bistrot go, faut que la liste pogo, ça a pas changé. Yo. En bref, c'est un album très important de la discographie de Gizmo et c'est un de ses albums qui va le mieux se vendre en première semaine avec 8000 ventes, ce qui, pour un mec comme Gizmo, était vraiment pas mal. Gizmo venait d'enchaîner 4 très bons albums, mais à côté de ça, il avait toujours ses problèmes d'alcool et de drogue qui le rongeaient. Et je pense que 2016, ça a été l'une des années les plus bizarres pour Gizmo. En juin 2016, il sort sa première mixtape GPG et pour être tout à fait honnête, c'était pas bon du tout. L'album est vraiment boudé par la critique et par le public, et Gizmo défend ça en disant que c'était une mixtape comme ça, sans grande prétention. Et d'ailleurs c'est vrai parce qu'au moment de la sortie du projet, il a pas eu énormément de promos. La tape est surtout portée par le titre Attendez-moi, qui est franchement un très bon morceau, et qui est d'ailleurs le seul bon son du projet avec un sample de 50 Cent qui est plutôt pas mal en vrai. Dans une interview pour Bouscapé, Gizmo raconte un peu la création de ce morceau. Il raconte qu'un jour, il était au studio avec Uni et qu'ils étaient ensemble plongés dans une longue conversation sur la vie en général, et cette conversation a dérivé sur les personnes que Gizmo a tragiquement perdues. Il parle entre autres de l'un de ses frères qui est mort en 2012 et de sa sœur qui est morte en 2014. À la fin de cette conversation, il part s'isoler et ce serait à ce moment-là qu'il aurait gratté tout le morceau en seulement 1 heure. Et dans ce morceau, il parle de son frère, de sa sœur, mais aussi de manière plus globale de toutes les personnes de son entourage qu'il a perdues, à savoir aussi pas mal de potes de son quartier. J'ai pleuré sur tant de tons, crois-moi j'en ai perdu du monde. Je croyais qu'on avait rien à craindre, mais ça s'est fait en 30 secondes. Mes erreurs c'est pas ta faute, je t'en supplie de tout là-haut, sèche tes larmes. Dans une interview, il a confié que cette dernière phrase est directement adressée à sa grande sœur. Ouais, je parle à ma grande sœur. Ok. Parce que c'était un peu, en gros, la seule qui était là à me dire, tu vois, quand je faisais vraiment des grosses bêtises ou même des petites bêtises, de me tirer par le col, tu vois. Et depuis le 5 juillet 2014, elle n'est plus là pour le faire, Allah rahmat. Donc même le fait d'avoir tatoué son nom sur mon visage et tout, des trucs comme ça, tu vois, je dis c'est pas bon parce qu'elle n'aurait pas voulu ça pour moi. Elle avait l'habitude de culpabiliser, en fait, quand je faisais une bêtise. Et maintenant qu'elle n'est plus là pour me dire qu'elle culpabilise et moi pour la rassurer, moi je le fais en chanson, je dis mes erreurs c'est pas ta faute, je t'en supplie de tout là-haut, sèche tes larmes, tu vois. Si jamais elle pleure de ce que je fais, qu'elle sèche ses larmes, tu vois, c'est pas sa faute. Sur le deuxième couplet du morceau, si on écoute bien, on entend carrément Gizmo pleurer. En fait, lors de l'enregistrement, il disait à Uni qu'il allait la refaire bien, sans pleurer, mais Uni trouvait que ça rendait bien comme ça, et qu'on sentait vraiment bien la sincérité et l'honnêteté. Et environ 1 mois après la sortie de l'album, le morceau Attendez-moi est clippé, et comme pendant l'enregistrement, pris par l'émotion, on voit Gizmo lâcher une larme sur le tournage du clip. Et ce morceau a donné l'un des moments les plus touchants de Planète Rap. Quand Gizmo a interprété ce morceau, on ressentait toute l'émotion dans la voix, et il a pleuré encore une fois. Je crois bien qu'il peut même pas rapper ni entendre ce morceau sans pleurer.
En vrai, selon moi, c'est un des morceaux les plus tristes du rap français, parce que toute l'émotion et la sincérité, on les ressent direct, et ça donne un morceau que je trouve magnifique. En dehors de ce morceau qui est vraiment très bon, comme je l'ai dit, l'album est très moyen. Il y a beaucoup de prod trap qui sont vraiment pas très bonnes, alors qu'on sait en plus que Gizmo est très mauvais dans ce style. Il y a même un morceau sur la prod de Baby I'm Yours, et vous savez, c'est le morceau qui fait non 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 the way non. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. Et en vrai, ça aurait pu être une bonne idée, mais je trouve le morceau vraiment mauvais. Et même pour le délire, j'écouterai jamais ce morceau de mon plein gré. C'est vraiment nul. Une vie en chantier, mais des gens étranges, dérangés, tentent souvent de freiner nos lancers. Combien de soucis? Ouais, une vie en chantier, mais des gens étranges, dérangés, tentent souvent de freiner nos lancers. Pour être un peu plus sérieux, je pense que ça a été l'une des périodes les plus difficiles dans la vie de Gizmo, entre autres à cause de ses addictions qui commençaient vraiment à le ronger de plus en plus. Et sur cet album, rien que sur la cover, on le voit avec un flash dans la main et une canette dans l'autre main. Et même au niveau des titres des morceaux, on a des trucs comme Je veux pas en parler, J'en ai marre. On dirait que tout l'album c'est un appel à l'aide. Le frérot il va vraiment pas bien et tout son album catastrophique le prouve. Pour faire une comparaison un peu nulle, ça me fait un peu penser à Doc Gynéco qui, après un classique avec Première Consultation, il enchaîne avec une mixtape qui est aussi très cool. Et ces deux projets ont certainement été influencés par certaines substances. Et c'est quand il a commencé à vraiment sombrer dans le star system et à un peu vriller que musicalement il est devenu totalement à côté de la plaque. J'ai rencontré une fille, je ne sais plus de quel âge exactement, qui avait pris un ecstasy. Là, dans une moindre mesure, c'est un peu pareil. Dans l'album, il y a même une reprise horrible d'un morceau d'Amy Winehouse par Pitié, faut arrêter le massacre. En plus, j'adore le morceau de base. Vraiment, t'as bousillé le truc, frérot. Il voulait que j'arrête la pillard, mais j'ai dit no, no, no. Sûr que j'aime ça, pur ça me gêne pas comme l'eau. C'est nul! En bref, on dirait juste une mixtape faite en grande partie quand Gizmo était totalement défoncé et c'est franchement triste. Un an plus tard, en décembre 2017, Gizmo sort son 7ème projet, Amicalement Vôtre, qui pour le coup a surpris tout le monde. Comme pour l'album C'est Tout, la cover est en noir et blanc avec sa tête, un béret et rien d'autre. Enfin avec aussi un regard bien menaçant. Là, je sais même pas par où commencer pour vous parler de ce projet. C'est selon moi évidemment son meilleur album. C'est selon moi un des meilleurs albums de l'année 2017, qui pourtant est une année bien chargée avec énormément de très bons albums. Mais là pour Gizmo, c'est quasiment un no skip. Toutes les prods sont ouf, il y a beaucoup de morceaux fleuves qui sont en vrai les morceaux sur lesquels Gizmo est le plus fort. Et d'ailleurs, aucun morceau de cet album ne descend en dessous des 3 minutes, ce qui quand même est assez rare aujourd'hui. Il n'y a aucun vrai single, aucun morceau plus facile d'accès pour la radio. Le seul morceau un peu single, ça serait pourquoi pas le morceau Pardon qui est samplé de Dirty Diana de Michael Jackson. J'ai déçu tous les gens que j'aime, non je sais pas trop m'y prendre. Et comme son nom l'indique, c'est un morceau dans lequel Gizmo s'excuse auprès de toutes les personnes de son entourage qu'il a pu blesser. Et dans ce morceau, comme dans tous les autres de l'album, il a une grosse puissance interprétative. Ces morceaux, il les vit et c'est super important pour un mec comme Gizmo parce que ça permet aux émotions de mieux être transmises et à tous ces textes de mieux être portés. Et encore une fois, là, on ressent vraiment la sincérité. Je vais pas encore une fois vous parler de tous les sons que j'aime bien dans cet album parce que sinon je vous parlerai d'absolument toutes les tracks, mais vous l'avez compris, c'est un album que je trouve magnifique. Même au niveau des prods, il y a des prods de ouf avec des ambiances jazz rap, même un peu soul parfois. Il y a même le morceau Je l'aime autant que je la hais qui est un morceau un peu cloud rap à la PNL et c'est un morceau incroyable je trouve. Ça me fait rigoler, pas beaucoup de câlins. Ça se passe comme ça depuis que je suis écolier. Ma première rime je l'ai écrite un matin à Jacques-Yves Cousteau parce que j'étais collé. Pour finir sur cet album, j'étais obligé de vous faire au moins écouter le gros morceau fleuve du projet qui est aussi mon morceau préféré de cet album. J'ai presque 10 frères, on a fréquenté les IF et puis la dèche avant que je me retrouve chez les disquaires. Acheter, détailler, emballer, poireauter à côté du bar tabac ou bien de l'épicière. Et d'ailleurs ce morceau est aussi samplé d'un OST de Senseiya qui en vrai, on va le dire, est l'animé qui a les plus beaux OST. Juste Gizzy Uzi. Fuck you. Et comme dans tous ses meilleurs morceaux et ses meilleurs albums, les thèmes principaux, ça va être le quartier, son entourage, sa famille, la mort aussi qui est très présente et surtout la peur de la mort à cause de ses addictions parce qu'il parle encore beaucoup de l'alcool et de la drogue. Mais cette fois-ci, il montre une réelle envie de s'en sortir et d'aller mieux. Yoga, yoga.
Un an après, il sort l'album Renard, qui est un album ok. C'est loin d'être son meilleur album, mais c'est juste du Gizmo sans plus. Et dans cet album, il y a un feat avec Big Flo et Oli. Bon, on en pense ce qu'on veut, perso, je trouve le morceau pas ouf. J'interviens juste sur un truc, là je suis en train de faire le montage et en fait je viens de réécouter le morceau et c'est vrai que dans le souvenir que j'avais le morceau était pas ouf mais en fait à la réécoute le morceau il est plutôt cool, surtout le couplet de Gizmo qui est vachement bien et le couplet de Oli aussi qui est cool, donc voilà, désolé je reprends. Mais en gros ça met en scène une discussion entre Big Flo et Oli qui font un peu la morale à Gizmo concernant ses addictions. Et Giz, faut que tu ralentisses, faut que t'arrêtes la tease. Trop de weed, je te le dis, t'es plus trop attentif. Faudrait que tu lâches le bise, même si t'as pas l'envie. Que t'arrêtes d'avoir la haine quand les keufs passent en ville. Et à côté, Gizmo il essaye d'expliquer pourquoi il s'est mis à boire et à fumer, mais dans ce morceau, il se met à exprimer une réelle envie d'arrêter. Ok les gars, j'ai pris note, vous avez pas tout à fait tort, mais on me jugeait en criminel quand vous fêtiez le disque d'or. Je suis pas envieux, je suis fier de vous, je suis fier de moi, je suis fier de tout. Je vais vous expliquer 2-3 trucs et on va faire d'une pierre deux coups. Je viens de là où on s'est caché nos misères. Y'a plein de rats en bas de la tour et les cafards se prolifèrent. Alors oui, c'est plus facile avec un spliff et une canette de bière. 5h du mat, ma mère se lève pour un salaire de merde. Quand vous me parlez, la sincérité je la sens. Mais j'ai calmé, j'ai les petits, j'ai plus envie d'être absent. J'ai calmé, j'ai les petits, j'ai plus envie d'être absent. C'est la première fois que Gizmo parle du fait que ça y est, il est père. Il a pas envie d'être un père comme le sien l'a été. Il veut pouvoir être présent pour ses enfants et leur offrir la meilleure vie possible. Alors pour une fois, il a une vraie bonne raison de tout arrêter. Et c'est ce qu'il va progressivement commencer à essayer de faire. C'est bien pour lui qu'il se soit calmé dans tous ces trucs. Mais musicalement, après, ça va devenir un peu plus oubliable. Il va sortir GPG2 qui est très oubliable. Il va ensuite sortir en 2020 l'album Lamine qui en vrai est assez cool, mais on est loin de l'époque du grand Gizmo. Il y a quand même toujours un gros morceau fluff qui surplombe l'album, et là c'est sur le son Manifeste qu'on retrouve en outro du projet, et qui est encore une fois samplé d'un OST de Senseiya. Ouais, Villeneuve-la-Garenne, les immeubles la galère, 92, 390, 94460. Et dans cet album, il y a aussi un morceau qui s'appelle Si tu m'entends, où il parle de la mort de son père. Il exprime à la fois de la rancune pour ce qu'il a fait, en disant que ce qui lui est arrivé, c'est en partie à cause de lui. Bah ouais, j'ai volé comme toi, bah ouais, j'ai tiré comme toi, bah ouais, j'ai braqué comme toi, bah ouais, j'ai teasé comme toi. Mais en même temps, il a l'air d'exprimer de la nostalgie, il a l'air d'un peu regretter d'avoir détesté son daron. Y'a maman qui t'aime encore, voilà si tu savais. Et je regrette l'époque où tu passais des savons. Et je t'en veux même plus parce que tu t'es sauvé. Tu me manques, c'est tout. Après tout ça, on arrive en 2021 avec son 10e album intitulé sobrement 10 ans, parce qu'effectivement son premier album normal est sorti en 2011, soit précisément 10 ans avant. Et ce titre fait aussi référence au morceau Dans 10 ans qui est sorti sur l'album Dans ma ruche. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est un morceau qui est samplé de Patrick Bruel, et dans le refrain il dit ça. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans, l'alcool et le shit. Et plus que jamais, dans cet album, il parle d'arrêter complètement l'alcool et la drogue, une bonne fois pour toutes, avec le soutien de sa femme et de ses 2 enfants. Gizmo a un parcours très particulier. On l'a vu, il a eu une enfance très difficile, des modèles parentaux désastreux, il a mené pendant plusieurs années une vie de voyou avant d'être aidé par le rap, et je pense que c'est l'un des artistes pour qui on peut dire que vraiment le rap l'a sauvé. Aujourd'hui, il peut vivre une vie sereinement en permettant à ses enfants et à sa famille de s'épanouir et de vivre une vie paisible. Je trouve ça hyper intéressant à la manière dont, durant toute sa carrière, à travers chacun de ses albums, on arrive à capter dans quel moment de sa vie il est. Son rap transpire la sincérité et je pense qu'il fait partie des gens pour qui rapper c'est facile, il raconte juste sa vie et ça fait des bêtes de texte. Et Gizmo sait autant que moi que sa musique a un but et que ça a sûrement permis à des jeunes gens de se sentir compris, aidés et soutenus. Je suis sûr que la musique peut sauver des vies et qu'écouter des artistes qui racontent leurs galères peut aider un auditeur à sortir de sa propre galère. Même si on n'est pas tous des voyous et même si on n'a pas tous le même vécu, c'est tout un état d'esprit qu'il faut adopter. On peut adapter le message d'espoir à n'importe quelle addiction ou même à n'importe quel démon. L'important c'est de comprendre et d'accepter son passé pour se bâtir un meilleur futur.